Merci de rester fidèle à Actualité.cd. Objectif 2023. On arrive à la phase finale. Très bientôt les élections, le 20 décembre. Et comme on a fait avec les autres candidats aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir pour vous le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Bonjour. Bonjour, monsieur Lidou. Première question. La question centrale, c'est que la RDC compte actuellement 252 groupes armés, selon les chiffres qui ont été donnés par le programme de PDDRCS. Vous, président de la République, quelles sont les solutions concrètes que vous apporterez à cette question? La République démocratique du Congo souffre depuis maintenant bientôt 3 décennies d'un conflit qui n'était pas notre conflit, en fait, qui est tout simplement un conflit qui nous a été importé après le génocide qui s'est passé au Rwanda. Et je trouve que cette crise s'est aggravée au fil du temps, à tel point qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation d'une crise existentielle. Je crois que vous parlez des groupes armés, mais il faut compter aussi que nous avons une coopération multilatérale avec la présence des Nations Unies. Nous avons des accords régionaux. Nous avons aussi des accords bilatéraux avec des pays qui viennent également avec leurs forces. Ce qui rend la partie orientale de notre pays un endroit où la population civile paye un lourd tribut. Tous les jours, on tue, tous les jours, on déplace la population. Aujourd'hui, 6 millions de Congolais sont sans abri. Et je pense que devant cette situation, il devient urgent de pouvoir travailler pour faire régner la paix, pas seulement dans cette partie, puisque je crois que parfois on ne se rend pas compte que les métastases, les conséquences de cette guerre qui a duré maintenant 3 décennies, on les voit ici à Kinshasa avec les phénomènes Kuluna, la violence, etc. C'est une forme de métastase. Et donc pour moi, il n'y a rien de bien que nous pouvons faire pour notre population si nous ne travaillons pas d'abord pour rétablir la paix. Et cette paix, elle est cruciale. À mon avis, depuis 30 ans, on n'a jamais eu un véritable plan de paix. C'est pour ça que je proposais un plan de paix qui devra se faire en 4 étapes. Et je crois qu'avec les 4 étapes, j'ai la certitude que nous pouvons arriver à avancer et mettre des conditions nécessaires pour le développement. Vous parlez à ma grand-mère qui est à son village. Quand elle vous pose la question, comment vous comptez limiter ou encore réduire sensiblement, à la limite, éradiquer la problématique de ces 252 groupes armés? Vous répondez comment? Absolument. Je dirais que pour éradiquer le problème des groupes armés, pour en fait mettre fin à cette guerre, nous avons besoin de réformer notre secteur de sécurité. Et la réforme des secteurs de sécurité, pour moi, ça veut dire que nous devons réformer l'armée, la police et les services de renseignement. La principale réforme, c'est quoi? La principale réforme, dès que nous prenons la charge de ces pays, la première chose que nous allons faire, nous allons tout simplement faire l'inventaire des armes et des munitions, puisque vous avez parlé des groupes armés. On ne fabrique pas les armes au Congo, mais on voit très bien que dans la partie Est, tout le monde peut acheter un fusil, tout le monde peut acheter les munitions. Je crois que c'est très très important de pouvoir inventorier qu'est-ce que nous avons comme stock en armes, en munitions au niveau de l'État, pouvoir les identifier et faire un appel pour que tous les citoyens qui ne sont pas répertoriés comme faisant partie de l'armée, de pouvoir déposer leurs armes. Donc il faut un désarmement vaste. Ça, c'est en ce qui concerne la circulation des armes légères. Mais également, il faut inventorier combien de soldats nous avons. Aujourd'hui, on nous parle de 150 000, mais c'est très très difficile de voir où sont stationnés les 150 000 militaires. L'armée congolaise a été constituée malheureusement par, d'abord c'était sacrifier la justice à l'autel de la paix. Donc on a pris tout le monde dans ce qu'on a appelé brassage et mixage,
sans se poser des questions sur le passé des personnes qui ont intégré notre armée. Et aujourd'hui, on voit que, en fait, cette intégration des personnes qui n'ont pas de mêmes visées, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui ne sont pas, même parfois, qui n'ont pas cet esprit patriotique, ça fait que c'est une armée qui n'est pas capable de faire face à sécuriser nos frontières. Et la police a été créée de la même façon, malheureusement. Les gens venaient des groupes armés et se retrouvaient dans la police, alors que la police a une mission de permettre à ce que les gens sécurisent les biens et les personnes. Et donc, je pense que même au niveau de la mission devrait être redéfinie dans cette réforme que nous proposons. Ça, c'est la première chose que je crois très important de pouvoir fixer qui est militaire, qui ne l'est pas, et s'il est soldat, il est où? Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut restructurer la chaîne de commandement. Nous avons vraiment un problème du commandement. On se retrouve avec plein de généraux, et des généraux parfois qui n'ont pas de fonction, et des généraux qui sont payés, mais qui se retrouvent sous le commandement des autres généraux. Et donc, ça fait un peu cacophonie dans les zones, dans les territoires opérationnels, puisque de toute façon, c'est très très difficile de savoir qui commande quoi. Il faut restructurer le système. Donc, l'administration de notre armée doit être restructurée. Troisièmement, je pense que aujourd'hui, quand vous voyez la disparité qui existe entre le traitement des militaires et le traitement des autres catégories, on ne peut pas demander aux gens de faire cet effort que les militaires sont en train de faire, qui fassent un sacrifice suprême, alors que leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école, leurs femmes, lorsqu'elles accouchent, c'est tout un problème, elles ne peuvent pas se faire soigner. Mais structurellement, comment vous faites? Je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument permettre à ce que un soldat congolais ait un paquet qui permet à ce qu'il ait une vie normale. C'est-à-dire que vous augmentez les budgets de l'armée? Aujourd'hui, nous avons d'abord, avant de parler de l'augmentation du budget, aujourd'hui c'est 5,4% du produit national brut. Notre idée est que, après avoir fait l'inventaire et pouvoir tout simplement savoir qui est dans l'armée, qui n'y est pas, avoir vraiment une bonne photographie de notre armée, certainement qu'il y a beaucoup d'argent qui disparaît dans la nature, mais également nous pensons qu'il faut faire un effort supplémentaire pour que le militaire soit traité correctement. Ça, c'est sur le plan de la vie en général. Donc, un militaire au front ne devrait pas se poser des questions par rapport aux soins de sa femme, par rapport à l'éducation de ses enfants, etc. Le quatrième point, il faut que nous puissions reconstruire une armée constituée de jeunes qui n'ont pas d'antécédents d'abus de droits humains, de jeunes qui sont vierges de toute violation des droits humains, donc qui n'ont jamais été dans un groupe armé, mais qui s'engagent également sur cette base patriotique et qui veulent vraiment travailler pour la nation. Puisque aujourd'hui, la question que nous avons, il faut sauver la patrie. Et pour sauver la patrie, nous avons besoin d'avoir des jeunes qui sont patriotiques et qui comprennent ce qu'ils vont faire. Mais comment on peut les engager s'ils sont maltraités? Aujourd'hui, en fait, le soldat de deuxième classe, il a moins de $100, $90, autour de $90. Et ça, c'est pour couvrir tous ses besoins. Je pense que c'est insuffisant. Nous devons faire un effort pour ces personnes qui donnent leur vie pour la vie de la nation. Et donc, je pense qu'avec ces 4 mesures, on peut arriver à créer une nouvelle armée qui sera une nouvelle armée formée sur la base des personnes qui sont tout à fait vierges de toute violation des droits humains. Et enfin, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on pose cette question de formation, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais qui va faire la formation? Nous avons, autour de nous, nous avons plein d'officiers supérieurs qui ont fait de bonnes écoles militaires
à travers le monde et qui sont aujourd'hui sans emploi. Moi, je pense que nous devons faire appel à ces ressources de la République, mais il faut que ce soit des gens qui n'ont pas d'antécédents de violation des droits humains, qui vont aider à commencer à former cette équipe. Et je pense qu'avec cette nouvelle armée, une approche qu'on n'a jamais eue en fait, je considère que nous pouvons commencer la construction de la paix. Très bien, on peut aller maintenant sur le plan spécifique. On a notamment les cas de 14 groupes armés étrangers que nous avons en République démocratique du Congo, toujours selon la nomenclature du PDDRCS. Parmi ces groupes armés, il y a un groupe qui a été identifié par les États-Unis d'Amérique comme un groupe terroriste et qui d'ailleurs a prêté allégeance au groupe État islamique, on appelle les ADF. Ouais. Spécifiquement, Ouais. comment vous répondez à cette question? Bon, moi je pense que aujourd'hui nous avons un problème puisque nous pensons que les autres peuvent résoudre nos problèmes. Moi je crois que le problème que nous connaissons aujourd'hui au Congo, nous pouvons avoir besoin des appuis, puisque nous sommes dans un système multilatéral. Et donc, nous ne pouvons pas être dans un système multilatéral où nous avons des devoirs sans avoir de droits. Et comment vous répondez? Et moi, je pense que par rapport à nos droits, il faudrait absolument que, par exemple, on fasse actionner le pilier 2 de la responsabilité de protéger. Je crois que c'est ce qu'on est en train de voir dans le territoire des Béni, etc., où on égorge, on décapite les gens juste pour le plaisir de les décapiter. C'est triste de constater que le monde regarde une situation comme ça, presque dans l'indifférence totale. Comment vous faites pour éradiquer les ADF? Moi, je crois que pour éradiquer les ADF, j'aurais besoin comme on a fait avec les LRA, par exemple, où c'est une mission internationale pour imposer la paix. Une fois que cette mission internationale d'imposer la paix nettoie la zone, il faudrait absolument que directement nous ayons nos forces que nous allons former qui vont prendre la place pour stabiliser. Donc, je pour crois la LRA, faut... c'était l'envoi notamment par le président Obama des Marines qui ont été envoyés. Donc, vous allez privilégier plutôt une coopération bilatérale avec un pays comme les États-Unis. Non, je ne dis pas. Mais ça peut être aussi le Maroc, ça peut être aussi l'Afrique du Sud. Mais je crois que dans l'esprit des missions internationales d'imposition de la paix, qui serait différent de la MONUSCO. C'est tout à fait différent de la MONUSCO. Comment? En quoi? En quoi? C'est que c'est un mandat qu'ils ont d'imposer la paix. Alors que même les noms de la MONUSCO, même si après ils ont bénéficié du chapitre 7, mais leur nom s'appelle mission d'observation. Et donc stabilisation. MONUSCO, stabilisation, et ça, ce n'est pas du tout. On stabilise une situation que lorsqu'elle est, elle est d'abord à un niveau arrêté. Alors que là, ce n'est pas arrêté. Et donc, moi, à mon avis, je pense que au lieu d'avoir une mission de stabilisation étrangère, je préfère qu'on ait une mission de stabilisation congolaise. Et ça sera l'armée congolaise. Mais cette armée congolaise, pour la former, on aura une fourchette, donc on aura un temps où on a besoin de faire monter cette nouvelle armée en puissance. Et pendant cette période qu'on fait monter cette nouvelle armée en puissance, on aura besoin d'une certaine protection, puisque nos ennemis ne vont pas nous laisser entraîner, former, équiper en nous regardant. Pendant cette période, il faut absolument qu'il y ait la possibilité à ce que nous puissions le faire. Mais une fois fait, je pense que la jeunesse congolaise, les Congolais ont la capacité de pouvoir assurer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Toujours en rapport avec les questions spécifiques, les FDLR ont longtemps empoisonné les rapports entre Kinshasa et Kigali pendant des décennies. Spécifiquement, comment vous répondez? Quelle solution vous apportez à la question des FDLR? Mais moi, je crois que lorsque nous arrivons à négocier, et j'espère que tous ces pays ne vont pas s'opposer à ce que nous ayons une mission, je vais bien dire, d'imposition de la paix. La paix sera imposée aussi bien aux groupes armés
nationaux qu'étrangers. Et je crois que ça, c'est absolument nécessaire. Ça fait 30 ans, aujourd'hui, les FDLR, nous sommes à une autre génération. Et la population congolaise ne pourra pas vivre toute sa vie à gérer une question qui venue d'ailleurs. Nous avons besoin aussi de nous occuper de notre développement. Il faut savoir, M. Yudi, qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation, pas seulement de guerre, mais notre développement s'est arrêté. Ça fait 30 ans que nous ne pouvons rien envisager. Il faut voir l'état des routes, l'état des entreprises, etc. Quel est cet entrepreneur qui va investir dans un pays où on détruit, on tue tous les jours? Qu'est-ce que vous allez préconiser pour les FDLR? C'est ce que j'ai dit. Pour les FDLR, ce sont des groupes armés comme les autres. Et si ils sont au Rwandais, ils doivent retourner chez eux. Les groupes armés congolais, nous allons les encadrer. C'est ça la troisième phase de notre action. Nous allons créer des villages agricoles pour l'encadrement de tous ces jeunes qui seront démobilisés et désarmés au niveau de la République démocratique du Congo, où nous allons créer des équipes qui vont servir, à les prendre en charge sur le plan psychologique, 2, à pouvoir leur apprendre un métier, et donc dans ces villages, on aura non seulement, ils vont apprendre des connaissances agronomiques, mais également tout ce qui est génie civil pour permettre de réhabiliter des routes, réhabiliter des ponts. Une fois qu'ils font ce travail, ils seront payés, mais ils seront payés pour le travail qu'ils font. Mais avec un encadrement qui les permet en fait de réintégrer une vie sociale assez rapidement qu'aujourd'hui, lorsqu'on les démobilise, on les laisse en ville et on voit la conséquence avec les violences dans presque toutes les villes. Et donc, je pense que ce mécanisme qui va consister à avoir vraiment des bataillons agricoles où on aura des agronomes qui vont déterminer dans tel village, je prends un village, Lubao par exemple, il dit, bon, ben, à Lubao, nous allons produire des oranges. Où est-ce qu'on va consommer les oranges? À Kinshasa, il y a un marché. Est-ce qu'il y a une route qui permet de faire voyager les oranges de Lubao à Kinshasa? Le général, donc l'état-major à Lubao, travaille sur cette route qui va permettre l'évacuation. Et à ce moment-là, on va permettre à ce que les consommateurs aient des produits, puisque au Congo, nous importons tout, et malheureusement, nous pouvons produire tout. Mais ce qui nous manque, c'est cette organisation. Alors, vous comprenez très bien que là, nous voulons associer à ces programmes de paix, nous voulons associer une urgence agroalimentaire qui va permettre à ce que nous créions tout à fait, nous soignons les gens qui viennent de groupes armés, mais également la population qui travaille et qui doit payer presque tout son salaire juste pour manger, de pouvoir réduire... Un mix entre sécurité et économie. Relations internationales, on va faire bref. Comment vous, président de la République, vous allez gérer les rapports entre des pays comme le Rwanda ou l'Ouganda? Bon, je pense particulièrement ces deux pays. Oui, bon, ben, je pense que ces deux pays sont des pays qui nous ont constamment agressés. Et moi, je pense que nous devons construire un autre type de relation. Et ce type de relation, avec le programme de paix que je viens de donner, je crois que notre objectif, nous, en République démocratique du Congo, c'est neutraliser les groupes armés sans distinction, y compris les FDLR et les ADF dans l'Ituri. Ça, c'est la première chose. C'est assurer l'intégrité territoriale de notre pays, c'est-à-dire qu'avec ce programme, nos frontières seront contrôlées, nos frontières seront sous le contrôle de notre armée, puisque nous allons créer, dans la structure de l'armée que nous allons créer une vigie militaire d'alerte qui doit alerter, et de l'autre côté, on aura également des forces d'intervention rapides qui doivent intervenir à n'importe quel endroit de notre frontière s'il y a un problème. Et je pense que nous allons nous limiter en République démocratique du Congo, assurer que nos frontières sont respectées et avoir des relations de bon voisinage avec tous nos voisins. Ce sont nos voisins. On ne va pas déplacer
on ne va pas déplacer la frontière, mais à partir du moment où nous sommes organisés à l'intérieur, rassurez-vous qu'à l'extérieur, on va nous respecter. Mais je crois qu'aujourd'hui, le fait de cette fragilité à l'intérieur, l'extérieur s'amuse à entrer et sortir quand il veut. Mais les jours où nous organisons, et je pense qu'avec ces programmes, nous allons arriver à nous organiser, à avoir une armée puissante. Il ne faut jamais oublier que la République démocratique du Congo a été, pendant la Première Guerre mondiale, nous avions été au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, nous avons eu des victoires. Deuxième guerre mondiale, on a été jusqu'en Birmanie, où on a eu des victoires. Et récemment, il faut savoir que la bande d'Aouzou, la République démocratique du Congo avait combattu. Et je peux citer plusieurs exemples. Donc, nous ne sommes pas incapables de pouvoir sécuriser notre pays. Mais ce qui nous manque, c'est l'organisation. Et moi, je pense qu'avec cette organisation, ce plan de paix que je donne, il faut organiser à l'intérieur, nos voisins vont vivre en paix avec nous, puisque nous avons la capacité de protéger notre population, protéger nos frontières. Relations internationales, toujours pour la dernière question, côté relations internationales. La RDC est parmi les pays, par rapport à sa situation géographique, c'est parmi les pays les plus intégrés au niveau sous-régional, intégrés en termes de participation dans des groupes sous-régionaux. Vous, président de la République, vous serez plus SADC, plus EAC, vous ferez en sorte que le pays quitte l'EAC, vous serez un peu plus redevable à la SADC, vous serez plus CEAC, quel type Je pense que lorsque vous vous intégrez dans des organisations régionales économiques ou militaires, et que vous-même, vous n'avez pas suffisamment d'organisation interne, vous n'avez pas en fait, la politique, le moyen de votre politique, malheureusement, dans toutes ces relations, ce sont des relations, c'est des rapports de force. Par exemple, avec l'EAC, vous serez plutôt pour... C'est les rapports de force. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous avez compris mon plan, je veux d'abord que sur le plan interne, nous ayons la capacité de prendre nos décisions, sachant que nous sommes capables aussi de défendre nos positions. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de faiblesse. Sans armée, externaliser notre défense, ça nous amène à signer des accords vaille que vaille, on signe des accords en désordre. Et moi, je pense qu'à partir du moment où nous avons un système de sécurité qui permet d'assurer l'intégrité territoriale, d'assurer la sécurité des biens et des personnes en République démocratique du Congo, et qu'on démarre sur le plan économique, à ce moment-là, on pourrait parler avec tous nos voisins et sur le plan continental, on pourra parler d'égal à égal. Et je crois qu'aujourd'hui, notre diplomatie a une faiblesse, puisque nous allons demander la protection chez les autres. L'externalisation de la sécurité d'un pays, je crois qu'il n'y a pas quelque chose d'aussi dégradant, chaotique, puisque je crois que les gens ne vous considèrent pas. Très bien. Ils ont l'impression que vous ne valez rien. Mais je crois qu'il faut travailler sur ça pour que dans les rapports de force, que ce soit des négociations économiques ou sur le plan régional, nous soyons en position de force. Économie. La RDC, en tout cas, plus de 60% des recettes publiques viennent du secteur minier, du secteur extractif. Et on a l'une des grandes réserves du cobalt et du cuivre dans le monde, 5e producteur mondial en termes de cuivre et premier producteur mondial de cobalt. Comment vous gérez-vous la question spécifique, comment vous allez gérer notamment les contrats chinois? Je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus se projeter, réfléchir que nous devons progressivement quitter l'économie des rentes. Et il faut absolument commencer à travailler pour permettre à ce que nous ayons, pour tout ce que nous avons dans notre territoire en termes de minéraux, qui ait une plus-value par rapport à ces minéraux. Aujourd'hui, nous exportons de la matière première brute, sans aucune transformation. Et ça, je pense que sur le plan économique, le manque à gagner est énorme, puisque nous sommes quand même le premier exportateur. Spécifiquement, comment vous allez vous situer par rapport au contrat chinois? On va revoir le contrat chinois. Je pense que notre code minier d'abord, si on arrive
à faire respecter les codes miniers, ça va changer beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui exploitent dans les mines, par exemple de la Gécamine, sans qu'ils aient le moindre contrat? Ils sont tout simplement protégés par des hommes en armes et ils font l'exploitation. Je pense que nous avons beaucoup de travail à faire par rapport à tous ces contrats qui ont été signés et qu'il faut absolument pouvoir révisiter et pour savoir quels sont les contrats qui ont été signés, négociés en bonne et due forme et où il n'y a pas eu de corruption. Et je pense que s'il y a eu de corruption, malheureusement, parfois, nous signons des contrats et le seul tribunaux qui ont la possibilité où nous pouvons nous plaindre, c'est en Chine. Ça peut poser des problèmes. Mais moi, je crois que la chose qu'il faut mettre en route, c'est pouvoir dire les minéraux que nous pouvons, toute transformation possible au Congo doit se faire au Congo. Ça sera un début d'industrialisation. Je peux vous dire que nous avons un problème, c'est qu'en 1959, le Congo avait presque 9000 industries manufacturières. Aujourd'hui, 500. Ça veut dire que nous sommes dans un déficit. Vous allez au Congo central, vous voyez le nombre de camions qui chargent et qui viennent avec des produits manufacturiers, c'est quand même un problème pour un pays. Et moi, je pense qu'il faut relancer cette industrie manufacturière. Il faut pouvoir progressivement commencer à quitter l'économie des rentes pour, en fait, avoir... Mais puisqu'on n'a pas encore quitté cette économie des rentes... Mais il faut commencer. Oui, justement, on va commencer. Parlons par exemple il y a les 3T, il y a notamment le coltan. Oui. Comment on explique, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire, vous, président de la République, pour le coltan, qui est essentiel à l'industrie de la téléphonie mobile, mais qui n'est pas assez visible dans les recettes publiques de l'État? Écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? C'est puisque tout simplement nos frontières sont perméables. Vous allez faire quoi? Moi, ce que je viens de vous dire, nous allons réformer notre système de sécurité. Et le système de sécurité, ça veut dire l'armée, la police et les services de renseignement. Et je pense qu'à partir du moment où nous avons un service de police, la police des mines, qui est efficace, cette police des mines peut réduire sensiblement la fraude, pas seulement du coltan, mais aussi de la cassitérite, de l'or, etc. Par exemple, dans le nord et le sud Kivu, où il y a aussi une fraude de terres rares incroyable, où on ne sait pas où passent les recettes, donc l'État congolais ne gagne rien dans l'exploitation de ces minéraux. Et je pense que quand je vous dis la sécurité aux frontières, ce n'est pas seulement pour attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous agresser, mais aussi être sûr que nous avons une police des mines qui fonctionne et qui permet à ce que la canalisation des recettes des mines dans des provinces qui produisent. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on a quelques policiers des mines dans les Katanga, mais aller à Kisangani, dans la province orientale, il n'y a rien. Dans le Kivu, il n'y a rien. Donc, je crois que réduire la fraude au niveau de nos frontières, ça sera un travail qui se fera également grâce à cette réforme. Santé, question spécifique. Le Congo, avec le Nigeria, subissent, on va dire, de plein fouet, notamment ce qui concerne cette réserve de moustiques. Comment vous, spécifiquement, puisqu'aujourd'hui, la première charge pour les ménages, quand ils vont notamment faire les dépenses en matière de santé, c'est la malaria. Comment vous répondez à la question liée à la malaria? Je pense que lorsqu'on voit, et là peut-être c'est une réponse partielle, mais lorsqu'on voit comment les décharges ici à Kinshasa, on ne peut pas commencer à distribuer des médicaments, à distribuer des moustiquaires sans pouvoir résoudre ces problèmes environnementaux. Il y a des endroits où vous passez, comme Congolais, ça vous fait mal. Et tout ça, c'est la conséquence immédiate, c'est que la population vit avec des conditions d'insalubrité qui ne permettent pas à ce que même si vous soignez, vous allez continuer à soigner. Il faut prévenir. Toute maladie, dans la santé publique, il faut travailler pour que les gens ne tombent pas, tombent le moins
possible de malades. Mais lorsqu'on laisse Kinshasa dans l'état où il est, avec des stagnations, de poubelles qu'est-ce que vous allez faire? Qui ne sont pas. Je pense, c'est ce que je voulais vous dire, il faut avoir une politique d'ensemble. Et cette politique d'ensemble doit d'abord être une politique de prévention. Puisqu'il y a des choses qu'on peut faire avant que les gens soient malades et qui ne sont pas faites. Et je vous donne, par rapport au moustique, je vous donne le ramassage des déchets. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Et moi, je pense que sur le plan de la santé, en République démocratique du Congo, il faut aller plus loin. Plus loin, il faut travailler avec la prévention. Mais aujourd'hui, je crois que sur le plan curable, donc la médecine curative plutôt, il y a beaucoup de foyers qui ne peuvent pas accéder aux soins. Et je pense qu'avec le modèle que nous sommes en train de proposer, ça sera un modèle qui va permettre à ce que, on a parlé des cartes fiscales pour les gens qui travaillent dans le champ, dans le village agricole. Dans le village agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va fixer un minimum d'un salaire à $300. Lorsque vous arrivez à $300 par mois, ça veut dire que vous travaillez, quel que soit ce que vous produisez, mais ça vous donne le droit de participer à la charge du trésor public avec 10% seulement, ça fait $30. Mais ceci va vous ouvrir tous les avantages sociaux. Puisque les gens, quand ils disent « Oh, voilà, la couverture universelle des soins », ça a un coût. Et il faut toujours savoir qui va payer, qui paye. Et nous pensons qu'en multipliant des mutuelles de santé, en multipliant des assurances, en multipliant la capacité de la population de participer à sa propre santé par son travail, nous pouvons arriver à avoir une couverture correcte. Merci beaucoup. Dernière question par rapport à la gratuité de l'enseignement primaire. Quelle est votre approche? Moi, je pense qu'on ne doit pas prendre des mesures qui ressemblent à des mesures politiciennes. Je crois que cette question avait été abordée et on a vu les résultats. Moi, je ne peux pas accepter qu'on fasse une gratuité de l'enseignement primaire ou secondaire si cet enseignement, mes enfants, mes petits-enfants ne peuvent pas aller dans ces écoles. Très bien. La discrimination, je suis contre. Donc, il faut absolument aider l'accès à l'enseignement primaire, mais il faut le faire de manière à ce que tous les enfants aient la même chance dans les écoles et des enseignants corrects. Merci beaucoup. Face à la caméra, pourquoi on doit voter pour vous en 2 mots? Je pense que voter pour le docteur Mukwege permet tout simplement de lutter contre la guerre, lutter contre la faim et lutter contre les vices qui sont en train de détruire notre pays. Et nous avons un programme qui nous permet de réaliser ces 3 objectifs. Docteur Mukwege, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et ce sera donc la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme avec Dr Mukwege. Les élections, c'est pour le pays, c'est pour la paix, c'est pour le développement de notre pays. C'est pas un moment de violence, c'est donc un débat d'idées pour permettre de choisir les meilleurs d'entre nous pour nous représenter dans les instances de direction. Merci et à très bientôt.